Tout s'est passé le 26 juin 1988, dans un endroit appelé Live Oak Spring, situé dans l'État de Californie aux États-Unis. Irene May avait 23 ans, 3 enfants, et un jeune homme prénommé Bobby. Irene et Bobby étaient apparemment très dépendants l'un de l'autre. À cause de cela, ils ont même perdu la garde de leurs enfants. De plus, peu avant les événements principaux, Bobby a été arrêté et Irene a été expulsée de son appartement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que leur situation était compliquée. Néanmoins, selon l'assistante sociale en charge de leurs enfants, Irene a bien essayé de refaire sa vie et de récupérer ses enfants. Mais elle n'y est jamais parvenue. Toutefois, n'allons pas trop vite en besogne. En raison de son expulsion imminente de l'appartement, la jeune femme doit trouver un nouveau lieu de résidence. Cheryl Baker, une amie proche d'Irene, ainsi que son compagnon George, l'ont aidée à déménager ses affaires dans un entrepôt de stockage temporaire. Pendant ce temps, Carrie Dalton, une femme de 39 ans, emménage dans l'ancien appartement d'Irene. Il fut un temps où Irene, Cheryl et Carrie avaient vécu ensemble dans ce même appartement. Dalton avait été arrêté quelque temps auparavant et venait de sortir de prison. En retrouvant ses anciennes amies, elle prit Cheryl à part pour lui parler d'Irene. Selon Baker, Carrie était déséquilibrée et ne cessait de répéter que les meubles de l'appartement lui appartenaient et qu'elle voulait les récupérer. Carrie déclara également qu'elle était à la recherche de bijoux volés et qu'elle pensait qu'Irene les avait dérobés. Finalement, Baker assura à Dalton qu'elle essaierait de retrouver ses bijoux parmi les affaires personnelles d'Irene et qu'elle l'en informerait si elle les découvrait. Peu de temps après, Carrie partit vaquer à ses propres affaires. Après avoir rangé le dernier lot d'objets dans l'entrepôt, Cheryl l'appela pour l'informer qu'elle n'avait toujours pas trouvé de bijoux parmi les affaires de May. Ce soir-là, vers 17h, Irene, Cheryl et George se rendirent chercher de la drogue. L'endroit où ils l'achetèrent se trouvait à l'angle d'une supérette. Alors qu'ils étaient tous les trois sur place, Carrie arriva dans son camion, accompagnée de son partenaire, Mark Tompkins. Quelques instants plus tard, Dalton et Mark demandèrent à Cheryl de leur prêter main forte pour retrouver une voiture volée appartenant à l'un de leurs amis communs. Irene et George décidèrent, quant à eux, d'accompagner Cheryl dans sa voiture. Alors qu'ils parcoururent le quartier à la recherche de la voiture volée, ils croisèrent une femme nommée Joanne Fedor. Peu avant cette rencontre, son camion était soudainement tombé en panne sur le bas-côté de la route et elle s'était arrêtée. Elle était accompagnée de ses enfants, âgés de 3 et 4 ans. Finalement, le groupe à la recherche de la voiture volée proposa à Joanne et à ses enfants de les emmener jusqu'à leur caravane, ce que Fedor accepta. Tôt le lendemain matin, Carrie et Cheryl se rendirent secrètement chez George. Irene était pratiquement la seule à le connaître, et tous les autres craignaient qu'il ne soit un informateur de la police. Cependant, ils ne purent jamais trouver quoi que ce soit qui prouvât réellement cette hypothèse. De retour à la caravane, Carrie s'empara immédiatement du sac à main de May. Elle le retourna et en jeta le contenu sur le sol. À ce moment-là, des bijoux tombèrent du sac d'Irene, ceux que Dalton cherchait depuis le début. Après avoir perdu son sang-froid, Carrie commença à donner des ordres à la jeune femme et à l'obliger à accomplir diverses tâches. Elle lui demanda notamment de nettoyer la caravane et de laver toute la vaisselle sale. D'après les témoins présents, Irene ne sembla pas effrayée par les agissements de Carrie. Un peu plus tard, Joanne entendit Carrie et Cheryl commencer à crier sur Irene. C'est alors qu'elles réalisèrent qu'elles avaient utilisé la même aiguille hypodermique malgré le fait qu'Irene fût atteinte d'hépatite. Quelques instants plus tard, Carrie commença à accuser Irene d'être un informateur de la police. Vers 8h du matin, Dalton demanda à May de préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Après le repas, Joanne aida Irene à faire la vaisselle. C'est alors que la jeune femme révéla qu'elle avait un couteau et qu'elle envisageait de s'en servir contre Carrie, car elle craignait pour sa vie. Joanne lui expliqua alors comment sortir de la caravane et lui conseilla de s'enfuir dès qu'une occasion se présenterait. May lui demanda ensuite de prévenir l'assistante sociale qu'elle avait déjà mentionné qu'elle ne pourrait probablement pas assister à la réunion. Après cette conversation, Cheryl et Mark quittèrent la caravane pour conduire Joanne et ses enfants chez son compagnon.
Selon certains rapports, l'un d'entre eux se trouvait dans un centre de détention appelé l'Acima. Le trajet jusqu'à l'établissement pénitentiaire dura environ 45 minutes. Pendant ce temps, Irène resta seule avec Carrie et George. Une fois sur place, Cheryl et Mark déposèrent Joanne et ses enfants, puis partirent chercher une nouvelle dose pour eux-mêmes et pour les autres. Peu après, Joanne leur dit qu'elle et les enfants retourneraient seuls à la caravane et qu'ils n'avaient pas besoin de venir les chercher. Quelques heures après leur départ, Carrie appela Mark et lui ordonna de laisser tomber tout ce qu'il faisait et de revenir à la caravane dès que possible. Sur le chemin du retour, il se tourna vers Cheryl et lui conseilla de faire comme si de rien n'était. Vers 4h30 de l'après-midi, ils retournèrent à la caravane. Cheryl entra la première dans la cuisine et trouva Irène attachée à une chaise recouverte d'un drap. Carrie expliqua qu'il y avait eu une bagarre entre les deux femmes, au cours de laquelle Irène avait tenté de s'enfuir. Peu après, Mark et George sortirent et Carrie accompagna Cheryl aux toilettes. Là, Dalton sortit plusieurs aiguilles hypodermiques de sa poche. Elle les montra à Baker et lui révéla que les seringues étaient déjà remplies d'acide de batterie. Carrie déclara alors qu'elle allait injecter cet acide à Irène. Dalton confia également à Baker qu'elle devait elle aussi être impliquée dans le meurtre, car seule une telle participation l'empêcherait de signaler l'affaire à la police. Elles retournèrent ensuite dans la cuisine et Carrie administra une forte dose de sédatif à Irène. Elle tendit ensuite l'une des seringues à Cheryl et lui demanda d'en injecter le contenu dans la veine de May. En entendant cela, la jeune femme s'écria aussitôt « Je ne veux pas mourir, s'il vous plaît, ne faites pas ça ». Mais ses paroles restèrent sans réponse. Pendant ce temps, Cheryl tenta de trouver une veine sur May sans jamais y parvenir. Finalement, Carrie s'empara d'une seringue et planta l'aiguille dans la jambe de la jeune femme. Contrairement aux attentes, l'acide n'entra pas dans la veine et n'eut donc pas l'effet escompté. Lorsqu'elle comprit cela, Dalton sortit de la caravane pour appeler Mark et George. Son partenaire entra, saisit un marteau et commença à frapper Irène. Environ 1 minute plus tard, Carrie ouvrit un placard de la cuisine et en sortit une lourde poêle en fonte. Elle s'en servit pour fracasser les rotules de May. Toujours pas satisfaits, Dalton et Mark s'emparèrent d'un fil de fer dénudé et commencèrent à électrocuter la jeune femme. Ainsi, en l'espace de quelques minutes, Irène reçut une injection d'acide, fut électrocutée et sauvagement battue. Et malgré tout cela, elle était encore en vie. Mark la tortura ensuite avec un tournevis puis prit un couteau et la poignarda à 2 reprises dans la poitrine. Peu après le second coup, Irène mourut. Carrie et Cheryl s'occupèrent alors du nettoyage tandis que Mark et George enveloppèrent le corps dans un drap et le chargèrent dans le camion. Ils conduisirent ensuite le corps jusqu'à une réserve indienne voisine, où ils le démembrèrent en plusieurs petits morceaux. On sait qu'ils enterrèrent chacun de ces morceaux dans un endroit différent de la réserve afin de compliquer la tâche de la police. Pendant que les 2 hommes s'éloignaient de la caravane, Carrie et Cheryl avaient déjà commencé à rassembler les objets utilisés pour torturer et tuer Irène. Joanne et ses enfants rentrèrent chez eux aux alentours de 18h. À leur arrivée, la caravane était encore dans un état lamentable. Selon elle, la literie, une chaise et quelques vêtements avaient disparu. Finalement, Joanne demanda à Carrie ce qui s'était passé pendant son absence. Cette dernière répondit qu'elle s'était disputée avec Irène et l'avait chassée de la caravane. Dalton ajouta que Carrie s'était accidentellement coupée avec un couteau, tachant plusieurs draps de sang, mais qu'elle comptait les emporter pour les nettoyer. En ce qui concerne Mark et George, il convient de préciser qu'ils revinrent à la caravane vers 20h. Selon Joanne, les 2 hommes étaient couverts de poussière et de saleté de la tête aux pieds. Aux alentours de 9h30, Carrie, Mark et George quittèrent la caravane. Dès leur départ, Joanne téléphona à la police pour signaler un cambriolage. En attendant l'arrivée des autorités, elle découvrit de nombreuses taches de sang, un tournevis dont l'extrémité était couverte de cheveux et de peau, ainsi qu'un pain de savon portant des marques de dents. L'adjoint David Wilson arriva au domicile de Joanne vers 21h. Selon lui, il remarqua immédiatement qu'elle était sous l'emprise de substances illicites. La femme se comportait de manière peu naturelle et présentait des troubles de l'élocution.
L'adjoint lui demanda ce qui manquait exactement dans sa caravane et elle répondit qu'une poubelle jaune avait disparu. Elle déclara également avoir trouvé un oreiller couvert de taches de sang dans une boîte en carton directement sous sa caravane. En entendant cela, Wilson sortit une lampe de poche et examina la caravane sous plusieurs angles. Toutefois, il ne trouva rien qui corresponde à la description. Il inspecta également l'intérieur et eut l'impression que tout était en ordre. Dans l'ensemble, seuls les vêtements sales éparpillés sur le sol attirèrent son attention. Wilson confirma par la suite qu'il n'y avait aucune trace de sang ni aucun indice d'effraction ou d'autres crimes dans la caravane. Il déclara également que Joanne s'était simplement contentée de signaler une éclaboussure de sang, sans mentionner le tournevis qu'elle prétendait avoir trouvé. Quelque temps après le départ de Wilson, Cheryl, Kerry, Mark et George se débarrassèrent de tous les objets qu'ils avaient utilisés pour tuer Irene, notamment une poêle à frire, un marteau et des seringues. Tous les quatre s'installèrent ensuite dans un motel pour discuter à nouveau de la situation. Au cours de cette conversation, Mark suggéra de retourner à la caravane de Joanne et d'y mettre le feu afin de s'assurer que toutes les preuves soient bien détruites. Toutefois, il fut convenu que ce n'était pas une bonne idée, car Joanne vivait avec ses enfants. Peu après la disparition d'Irene, les premières rumeurs commencèrent à circuler quant à ce qui lui était arrivé. Cheryl affirma qu'elle craignait réellement que Kerry et Mark ne tentent un jour de lui ôter la vie pour l'empêcher de révéler à la police ce qu'elle savait. Elle déclara également que Kerry avait discuté de la situation avec elle et lui avait suggéré d'attaquer Mark afin que si les restes d'Irene étaient découverts, il puisse lui en faire porter la responsabilité. Peu après, l'assistante sociale chargée des enfants d'Irene signala sa disparition. C'est à ce moment-là que les choses prirent une tournure beaucoup plus étrange. L'on suppose que Bobby May, le mari d'Irene, ne l'avait pas vue depuis le 17 juin 1988, en raison de son incarcération. Toutefois, Bobby affirma avoir rencontré Irene une fois, après sa libération en juillet de la même année, et ne plus jamais l'avoir revue. En août 1988, environ 2 mois après la disparition d'Irene, une assistante sociale rendit visite à Joanne et constata que quelque chose n'allait vraiment pas chez elle. Selon ses observations, la femme semblait nerveuse, voire effrayée. Lorsqu'elle lui demanda ce qui n'allait pas, Joanne se leva de son siège et lui demanda de la suivre. Elle lui fit faire le tour de la caravane et lui montra de petites taches ressemblant à du sang. Joanne expliqua qu'elle pensait que quelque chose de terrible s'était produit dans cette caravane. Elle demanda ensuite à l'assistante sociale si elle pouvait apporter certains objets à la police. Parmi ces objets figuraient un petit couteau et un radiateur portable, tous deux tachés de sang. Par la suite, l'assistante sociale accéda à sa demande et remit les objets à la police. Les 15 septembre et 16 novembre 1988, les agents de la police scientifique fouillèrent la caravane de Joanne à la recherche de taches de sang. Ils n'en trouvèrent aucune. Le couteau et le radiateur portable qu'elle leur avait remis furent également examinés par les experts. Aucune trace de sang ne fut finalement détectée sur ces objets. L'oreiller ensanglanté et le tournevis mentionnés par Joanne ne furent pas non plus retrouvés. À la fin de l'année 1988, dans le cadre de l'enquête en cours, l'on demanda à une amie de Cheryl si elle acceptait de devenir informatrice dans l'affaire concernant Irene. Elle accepta immédiatement et entama une conversation téléphonique avec Cheryl. Cette dernière ignorait apparemment que ses propos étaient enregistrés. Au cours de l'une de ces conversations, Cheryl aurait donné quelques détails sur ce qui était arrivé à Irene. Malheureusement, je n'ai jamais pu retrouver ces détails. Il semble toutefois que la police n'en ait pas obtenu suffisamment. Bien plus tard, en juillet 1991, la police mena une série de recherches infructueuses pour retrouver les restes de la jeune fille. Des dizaines de policiers, accompagnés de chiens spécialement entraînés à la détection de restes humains, cherchèrent le corps d'Irene. L'on sait que certaines de ces recherches furent menées dans une réserve indienne, d'autres sur le territoire du parc de caravanes où Joanne avait vécu. Au début du mois d'août de la même année, plusieurs collecteurs d'échantillons d'ADN effectuèrent une nouvelle fouille de la caravane de Joanne. Cette fois, ils parvinrent à détecter de petites taches de sang dans le salon et dans la chambre à coucher. Peu après,
d'autres opérations furent menées dans la caravane. Toutefois, en raison du volume insuffisant de sang et de l'ancienneté des tâches, les échantillons ne permirent jamais d'obtenir les résultats escomptés. Le 31 octobre 1991, l'on demanda à Joanne d'identifier les personnes présentes dans la caravane peu avant la disparition d'Irène. Elle parvint à identifier Kerry, Mark et Cheryl en consultant leurs photographies dans la base de données de la police. Celle-ci avait également reçu un rapport anonyme d'un homme affirmant que Kerry, Mark, Cheryl et un certain George avaient assassiné Irène de manière brutale. Pour autant que je sache, de 1988 à 1992, Kerry, Mark et Cheryl furent convoqués à plusieurs reprises au poste de police pour y être interrogés, mais ce n'est qu'en 1992 que l'enquête progressa véritablement. C'est au cours de cette même année que Kerry, Mark et Cheryl furent arrêtés. Peu après, Cheryl, ayant appris que sa conversation avec son ami avait été enregistrée, fit l'une de ses nombreuses confessions. Dans un premier temps, elle affirma qu'elle ne savait pas exactement qui se trouvait sous le drap ce jour-là, mais elle changea ensuite de version. Cheryl avoua ainsi sa participation directe à la torture et au mauvais traitement infligé à Irène, fournissant un compte-rendu détaillé des faits. Elle accusa également Mark, Kerry et George dans ses nouveaux aveux. Il est vrai que la police ne parvint jamais à retrouver cet homme. Il semble même qu'elle n'ait jamais été certaine que George fût son véritable nom. Pendant ce temps, Mark fit également des aveux et révéla son implication dans le crime. Quant à Kerry, elle continua de clamer son innocence, affirmant que les déclarations de Cheryl et de Mark avaient été fabriquées par la police et étaient entièrement fausses. Quoi qu'il en soit, les trois suspects furent formellement inculpés. Même si Kerry persistait à nier avoir tué la jeune fille, plusieurs autres personnes soutenaient le contraire. L'une d'entre elles était Lori Carlisle, une femme connue pour sa tendance à mentir. Peu après avoir été accusée de meurtre, Lori Carlisle fut placée dans la même cellule que Kerry. Selon ses dires, c'est Kerry elle-même qui lui aurait raconté comment, avec Cheryl, Mark et une autre personne, ils avaient tué Irène dans un endroit appelé Live Oak Spring. Une autre personne ayant témoigné contre Kerry est Patricia Collins, son amie proche. Elle avait entendu parler de ce qui était arrivé à Irène et avait décidé d'interroger Kerry sur les raisons de son geste. Selon Madame Collins, Kerry lui aurait répondu qu'Irène était une balance qui méritait de mourir, sans entrer dans les détails. Patricia Collins a également précisé que Kerry pensait que l'affaire ne serait jamais instruite car la police n'avait pas retrouvé le corps. Compte tenu de tous ces éléments, les autorités ont proposé à Kerry une négociation de peine qu'elle a refusée. Malgré toutes les preuves, elle a continué à clamer son innocence et à nier les faits qui lui étaient reprochés. Peu après, un homme nommé Donald McNeely contacta la police. Il avait partagé la même cellule que Mark quelque temps auparavant. Ce dernier lui avait raconté en détail ce qui était arrivé à Irène. Donald ajouta que Mark avait précisé que le meurtre n'avait pas été facile à commettre. Selon lui, leur plan initial consistait à lui injecter de l'acide de batterie dans une veine, mais ils avaient finalement décidé de la torturer. Poursuivant son récit, Mark révéla s'être servi d'un tournevis, d'un couteau et d'une poêle à frire pour lui écraser les rotules. Donald se souvenait également que Mark avait déclaré avoir placé le corps dans un camion, l'avoir transporté jusqu'à la réserve, puis l'avoir démembré et enterré en différents endroits. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où les trois individus ont été arrêtés et formellement inculpés, la police n'a jamais réussi à retrouver l'arme du crime, à mettre en évidence des traces d'ADN, ni à localiser les restes d'Irène. Malgré cela, le procès principal de l'affaire a débuté en février 1995. Il est important de noter que Kerry a été jugé séparément de ses complices présumés. La plupart des éléments que j'ai déjà mentionnés ont été présentés au cours du procès. Joanne, comme prévu, a témoigné devant le tribunal et a décrit l'état de sa caravane, ainsi que la découverte d'un tournevis portant des traces de sang, de cheveux et de peau humaine. De son côté, l'adjoint David Wilson, qui avait inspecté la caravane peu après l'appel de Joanne, a déclaré n'avoir trouvé aucune trace de sang ni aucun autre signe indiquant qu'un meurtre avait été commis à cet endroit. Il a également précisé qu'il pensait que Joanne était sous l'influence de substances illégales au moment de l'inspection.
Le procureur présenta ensuite les témoignages de divers témoins que j'ai déjà mentionnés, ainsi que de nombreux autres éléments de preuve circonstancielles. Il fut également annoncé au cours du procès que les autorités avaient procédé à une vérification approfondie de toutes les hypothèses selon lesquelles Irène serait encore en vie. Tous les noms et pseudonymes utilisés par la jeune fille dans la vie réelle furent ainsi examinés. Parmi eux figuraient des noms tels que Louise Clare, Irène Louise Clare, Irène May, Mélane May et Irène Miller. Comme je l'ai indiqué, les autorités vérifièrent tous ces noms dans l'ensemble des États, et la seule chose qu'elles purent trouver fut qu'une certaine Irène May avait été arrêtée au début du mois de juin 1988. Toutefois, cette affaire avait déjà été classée. En d'autres termes, il n'existait aucune preuve qu'elle était toujours en vie. D'ailleurs, si elle s'était enfuie, il est probable que ses empreintes digitales auraient été retrouvées. Le procureur fit également appel à l'assistante sociale qui s'était occupée des enfants d'Irène May. Elle s'appelait Nina Tucker. Cette dernière déclara que la disparue faisait tout son possible pour récupérer ses enfants un jour. Peu avant sa disparition, Irène May avait avoué à Nina qu'elle avait beaucoup de mal à gérer sa dépendance. Elle lui avait également confié qu'elle voulait retrouver ses enfants. Apparemment, Irène était fatiguée de cette vie et souhaitait vraiment changer. Elles avaient organisé une réunion pour le 27 juin à 9 h du matin. Cette réunion devait aboutir à l'élaboration d'un plan d'action spécial pour le retour des enfants. Nina rappela également que la jeune femme avait une attitude positive et croyait en une issue favorable. Mais bien entendu, Irène ne se présenta jamais à cette réunion. Néanmoins, tout le reste indiquait qu'elle désirait récupérer ses enfants, ce qui signifiait qu'elle n'aurait jamais choisi de les abandonner. De plus, une note manuscrite rédigée par Kerry fut présentée au cours du procès. Elle semblait être adressée à l'un de ses amis les plus proches. En voici le contenu approximatif. « Ne vous inquiétez pas, ils n'ont rien et n'auront jamais rien. Je sors le 2 février. Ensuite, nous devrons partir. Fais cela pour moi. Trouve-moi un endroit où me cacher. Je sais qu'ils doivent me libérer. Et s'ils le font, je dois disparaître. Aidez-moi. Je vous aime beaucoup. » Vers la fin du procès, le procureur avança la théorie selon laquelle Kerry avait décidé de tuer Irène pour plusieurs raisons. Notamment en raison du vol de meubles et de bijoux, parce qu'elles avaient utilisé les mêmes aiguilles hypodermiques sans savoir qu'Irène était atteinte d'hépatite, et enfin parce qu'elle pensait qu'Irène était un informateur de la police. Cette version paraît logique, du moins si l'on ne tient pas compte du témoignage du mari d'Irène, resté inflexible, qui affirmait avoir personnellement vu la jeune femme un mois après son prétendu assassinat. C'est cette circonstance qui, selon moi, rend cette affaire particulièrement singulière. En réalité, les autorités ne disposaient que des aveux de Cheryl et de Mark, ainsi que des témoignages de criminels. Et, de toute évidence, ces personnes ne pouvaient tout simplement pas être considérées comme des témoins fiables. Malgré cela, les 3 accusés furent reconnus coupables du meurtre d'Irène May. Cheryl Ann Baker fut condamnée à 15 ans de prison. Mark Lee Tompkins fut condamné à 25 ans de prison. Quant à Kerry Lynn Dalton, elle fut condamnée à mort. Le président du jury déclara que le verdict avait été rendu en raison de la nature de l'infraction. Et malgré l'absence de preuves matérielles significatives pour étayer la thèse de l'accusation, le jury estima que les nombreuses déclarations des témoins étaient plus que suffisantes pour parvenir à un tel verdict. Il est également important de noter que l'homme connu uniquement sous le nom de George n'a jamais été retrouvé. Il en va de même pour les restes d'Irène May. Kerry Lynn Dalton est toujours dans le couloir de la mort et continue de clamer son innocence. Sa sœur, Victoria Ann Thorpe, la soutient sur son blog. Convaincue de l'innocence de sa sœur, elle a même écrit un livre dans lequel elle tente de démontrer cette innocence. Cette affaire est considérée comme particulièrement étrange pour de nombreuses raisons par plusieurs observateurs. L'une d'entre elles est qu'une personne a été reconnue coupable malgré l'absence de preuves matérielles. Je me demande s'il s'agit d'une pratique courante dans ce genre d'affaires ou plutôt d'une exception à la règle. Beaucoup ont également trouvé étrange que Bobby May ait affirmé avoir vu Irène en juillet 1988, soit environ 1 mois après son prétendu assassinat. Il convient également de mentionner que les voisins de Joanne, dans la caravane, n'ont pas entendu de cris ce matin-là. Toutefois,
L'absence de cris pourrait s'expliquer par l'utilisation du savon qui aurait servi à bâillonner la jeune femme disparue. Un matin de septembre 2015, des cris perçants ont soudainement interrompu le silence de l'un des quartiers les plus paisibles de Bristol. Les voisins ont immédiatement regardé par leurs fenêtres et ont aperçu un jeune homme debout dans la rue, vêtu uniquement de ses sous-vêtements. Sa peau semblait couverte d'une sorte de saleté. Mais lorsque ces mêmes voisins sont sortis pour lui porter secours, il est rapidement apparu que cette substance sombre était en réalité sa propre peau. Elle se détachait littéralement par lambeaux tandis qu'il appelait à l'aide. Apparemment, le jeune homme endurait une souffrance inimaginable et malgré la bonne volonté de ses voisins, ceux-ci n'ont pu faire grand-chose pour le soulager. Heureusement, la circulation était fluide à cette heure-là et une ambulance est arrivée sur les lieux en quelques minutes. Il ne fait aucun doute que les secouristes ont été stupéfaits en découvrant la gravité et l'état déplorable de la victime. Mais ce n'était que le début d'une affaire effroyable qui, avec le temps, révélerait jusqu'où la cruauté humaine pouvait s'exercer. Dans cette vidéo, je vais vous parler du cas incroyablement tragique de Mark Van Dongen, un jeune ingénieur talentueux dont la vie a pris un tournant des plus sombres peu après qu'il eut tenté de mettre fin à une relation toxique. Mark Van Dongen était un citoyen néerlandais. Son père, Kees Van Dongen, le décrivait comme une personne profondément empathique, toujours marqué par l'attention, la gentillesse et la compassion. Dès son plus jeune âge, Mark témoignait constamment d'empathie envers ses camarades, allant jusqu'à leur rendre les jouets qu'ils avaient pourtant perdus, simplement parce qu'il ne supportait pas de les voir contrariés. À l'université, Mark a étudié le génie civil. On peut dire, sans craindre de se tromper, qu'il faisait partie des étudiants les plus brillants de sa promotion. Cela n'a rien de surprenant. Il avait toujours été un jeune homme ambitieux. En d'autres termes, Mark aspirait à réussir tant sur le plan universitaire que dans sa future carrière. Après avoir terminé ses études aux Pays-Bas, Mark s'est installé à Bristol, au Royaume-Uni, afin de poursuivre sa formation et de trouver un emploi dans sa spécialité. En réalité, ce déménagement a marqué le début d'un nouveau chapitre dans la vie du jeune homme. C'est à cette période que Mark a rencontré Berlina Wallis, une étudiante en mode originaire d'Afrique du Sud, qui avait près de 20 ans de plus que lui. Mark et Berlina auraient commencé à sortir ensemble en 2010. Au départ, leur relation semblait prometteuse. En tout cas, ils se sont rapidement rapprochés et ont commencé à vivre sous le même toit. Il ne fait aucun doute que Mark était très investi dans cette relation. C'est pourquoi il soutenait Berlina tant sur le plan émotionnel que financier. Cependant, avec le temps, les premiers problèmes sérieux sont apparus. Pour faire simple, Berlina a commencé à se montrer émotionnellement instable, possessive et en proie à de nombreux complexes. En conséquence, leur relation a commencé à inquiéter les proches de Mark. Et cela se comprenait aisément, car ils étaient régulièrement témoins des manipulations émotionnelles exercées par Berlina, ainsi que de ses fréquentes crises de colère. Ils avaient également remarqué des signes visibles d'agression physique sur le corps de Mark, et avaient même appris qu'un jour, Berlina l'avait aspergé d'eau bouillante pendant son sommeil. Malgré cette escalade de violence, Mark est resté avec Berlina. À ma connaissance, leur relation a duré environ 5 ans. Cependant, en août 2015, la patience de Mark était déjà à bout et il décida de se séparer de Berlina. Désireux de tourner la page, il fit la connaissance d'une autre femme, Violette Farquharson, avec qui il entama une relation amoureuse peu après leur rencontre. Malgré cette rupture, Berlina refusait de lâcher prise. Elle inonda littéralement Mark de messages, tentant de le culpabiliser, tout en le menaçant de représailles. Pourtant, Mark s'efforçait de rester calme et ne réagissait pas aux menaces dont il faisait l'objet. Fait notable. Même après leur séparation officielle, il continua à soutenir Berlina financièrement. Toutefois, cela ne semblait pas lui suffire. À un certain moment, sa jalousie se transforma en véritable obsession. En d'autres termes, Berlina se mit à traquer Mark et à harceler aussi bien lui que sa nouvelle compagne, notamment par des appels téléphoniques anonymes et silencieux. À l'époque,
Marc confiait souvent à ses amis qu'il avait peur de Berlina. Et il faut dire qu'après les menaces de cette dernière de se blesser, ses craintes n'avaient fait que grandir. Selon l'un des amis les plus proches de Marc, elle aurait même menacé de s'automutiler et de faire croire que c'était lui qui l'avait agressée. Malgré la peur, Marc se sentait obligé de se rendre périodiquement chez Berlina, dans l'espoir de préserver un certain équilibre. En septembre 2015, il tenta donc une nouvelle fois de mettre fin à leur relation, une bonne fois pour toutes, et se rendit une dernière fois à l'appartement de Berlina. Peu après son arrivée, leur conversation dégénéra en dispute. Une fois encore, Berlina refusa d'accepter la rupture et s'accrocha désespérément à une relation que Marc cherchait pourtant à rompre depuis longtemps. Selon Violette, ce jour-là, Berlina aurait dit à Marc qu'elle passerait la nuit à l'hôtel. Pour une raison inconnue, Marc décida malgré tout de passer la nuit dans l'appartement. Vers 3 heures du matin, alors que Marc dormait profondément, Berlina rentra chez elle. Peu après, elle entra dans la chambre et réveilla Marc en lui déclarant « Si je ne t'attrape pas, personne ne t'attrapera ». Avant même qu'il puisse réagir à ces paroles, Berlina lui lança de l'acide en plein visage. En une fraction de seconde, le liquide corrosif attaqua la peau de Marc. Il hurla littéralement de douleur et sauta hors du lit, en proie à une agonie indescriptible. Presque aveugle, il parvint à sortir de l'appartement et se mit à crier à l'aide, réveillant la majorité des voisins qui se précipitèrent à leurs fenêtres. Au début, certains crurent à une farce. L'un des voisins pensa même que les hurlements provenaient d'un renard égaré dans le quartier résidentiel. Mais au bout de quelques minutes, la réalité de la situation devint tragiquement évidente. En attendant l'arrivée de l'ambulance, les voisins ont transporté Marc dans un appartement voisin et l'ont aspergé d'eau froide, tentant ainsi d'apaiser ses souffrances. Mais malgré leurs efforts, son corps avait déjà subi d'immenses dégâts. Lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux, Marc avait de la mousse à la bouche. Il était également aveugle et continuait de souffrir atrocement. Sans le moindre doute, il était évident pour tous les professionnels de santé que les blessures infligées à son corps étaient d'une gravité extrême. En effet, son visage et la partie supérieure de son torse étaient recouverts de profondes brûlures chimiques, et l'acide continuait à ronger sa peau ainsi que ses tissus musculaires. Malgré l'agonie, Marc réussit néanmoins à désigner son agresseuse. Il demanda aussi aux secouristes de s'assurer que sa nouvelle compagne allait bien, craignant qu'elle ait pu, elle aussi, devenir la cible de Berlina. Mais ce n'était pas le cas. L'agresseuse se trouvait toujours dans l'appartement, assise tranquillement sur le lit. Elle ne semblait nullement affectée par les hurlements déchirants de Marc qui avaient pourtant réveillé tout le quartier. Au lieu d'appeler les secours, Berlina avait simplement décroché son téléphone pour appeler un ami proche, sans manifester le moindre signe de remords. Heureusement pour Marc, les ambulanciers sont intervenus très rapidement. Ils lui ont administré de l'oxygène ainsi que des analgésiques afin de soulager ses douleurs respiratoires et de stabiliser son état autant que possible. Alors que le jeune homme était transporté d'urgence à l'hôpital, les premiers policiers arrivaient déjà sur les lieux. Ils ont aussitôt interrogé les voisins, qui ont confirmé que Marc avait désigné Berlina comme étant son agresseuse. En fin de compte, ces témoignages, conjugués aux récits livrés par Marc aux médecins et aux riverains, ont offert aux forces de l'ordre des raisons suffisantes pour agir sans délai. Il est important de souligner que lorsque les policiers sont entrés dans l'appartement de Berlina, celle-ci était toujours assise sur le lit, ne présentant aucun signe apparent d'angoisse. Malgré le chaos qui régnait juste devant sa porte, elle est demeurée impassible et n'a même pas envisagé d'apporter la moindre aide à l'homme qu'elle venait d'agresser. Quoi qu'il en soit, les agents ont noté son comportement froid et détaché, puis l'ont placé en garde à vue pour suspicion de violences graves ayant entraîné des lésions corporelles. Après l'arrestation de Berlina, les procédures liées à la collecte de preuves et d'informations complémentaires se sont poursuivies dans son appartement. C'est ainsi que la police a découvert une bouteille d'acide usagée dont l'étiquette d'origine avait été retirée. Ce détail laissait penser que Berlina avait sciemment cherché à dissimuler le contenu du flacon aux regards extérieurs.
Lors du premier interrogatoire, elle a affirmé ne pas savoir que la bouteille contenait de l'acide et non de l'eau. Pendant ce temps, les médecins avaient déjà constaté que les brûlures recouvraient environ 25% du corps de Marc. Parallèlement, sa jambe gauche, qui présentait déjà des signes d'insuffisance circulatoire, suscitait une vive inquiétude. Tous les spécialistes s'accordaient à dire qu'il s'agissait de l'une des attaques à l'acide les plus graves auxquelles ils aient jamais été confrontés. Et comme l'état de Marc se détériorait inexorablement, il fut transféré en unité de soins intensifs puis plongé dans un coma artificiel. Pendant ce temps, la police poursuivait son enquête. Elle découvrit que Berlina préparait son attaque depuis plusieurs semaines. Les enquêteurs interrogèrent également les proches de Marc, et tous évoquèrent le comportement émotionnellement instable et manipulateur de Berlina à son égard. Ils mentionnèrent notamment plusieurs incidents survenus au cours des derniers mois de leur relation, y compris l'épisode de l'eau bouillante. Dans l'ensemble, les proches de Marc décrivirent cette relation comme une escalade progressive d'agression physique qui culmina avec cette attaque d'une extrême brutalité. Par ailleurs, les inspecteurs recueillirent des preuves tangibles attestant que Berlina avait consulté des thérapeutes auprès desquels elle avait admis souffrir de graves problèmes de gestion de la colère. Lors de sa dernière séance, elle aurait déclaré ressentir une montée d'adrénaline intense chaque fois que quelqu'un remettait en question ses opinions. Un peu plus tard, on apprit que Berlina avait elle-même acheté l'acide. Il s'est avéré qu'elle l'avait tout simplement commandé sur Amazon. Après avoir reçu un conteneur d'acide sulfurique concentré à 98%, elle en avait intentionnellement retiré l'étiquette, laquelle indiquait clairement que ce produit provoque de graves brûlures et d'importants dommages en cas de contact avec la peau. Les enquêteurs estiment que ce geste visait à empêcher Marc, ou toute autre personne, d'identifier la substance incolore comme étant de l'acide sulfurique. Il est également important de souligner que l'analyse des appareils électroniques de Berlina a montré que le choix de cette substance n'avait rien de hasardeux. Dans les semaines ayant précédé l'agression, elle avait effectué plus de 80 recherches portant sur différents fabricants d'acide sulfurique. Elle avait également consulté des dizaines de ressources en ligne et lu des centaines d'articles détaillant les conséquences physiques et les effets à long terme que subissent les victimes de ce type d'attaque. Il ne fait aucun doute que le volume impressionnant de recherches effectuées par Berlina démontre que cette attaque n'avait rien d'impulsif. Le simple fait qu'elle n'ait à aucun moment tenté de venir en aide au jeune homme, ni même appelé les secours, en est une preuve supplémentaire. Elle savait parfaitement que l'acide avait agi, infligeant à Marc une douleur parmi les plus atroces que l'on puisse concevoir. Comme mentionné précédemment, Berlina s'était simplement assise sur son lit, affichant une indifférence glaçante, presque satisfaite de ce qu'elle venait de commettre. Et, franchement, cela défie la compréhension. Comment peut-on rester insensible à la souffrance d'un être proche qui se tord littéralement de douleur devant soi? Pour en revenir à Marc, il convient de préciser qu'après avoir été plongé dans un coma artificiel, il passa environ 4 mois en soins intensifs. Lorsque le jeune homme se réveilla, l'étendue de ses blessures demeurait tragiquement évidente. En raison d'une neuropathie causée par une perte importante de masse musculaire, Marc était paralysé du cou jusqu'aux orteils. En réalité, il ne pouvait bouger que la langue. L'acide avait tellement rongé la partie inférieure de sa jambe gauche que l'amputation fut la seule solution pour éviter des complications supplémentaires. Malgré les efforts des spécialistes pour sauver le membre, les lésions étaient trop graves et la jambe dut être amputée jusqu'au genou. Par ailleurs, l'acide avait aussi gravement atteint le visage de Marc, provoquant une cécité partielle et une défiguration sévère. Lorsqu'il vit son reflet pour la première fois, il fut littéralement anéanti. Malgré le soutien indéfectible de son père, de ses amis et du personnel médical, Marc eut naturellement beaucoup de mal à accepter sa nouvelle réalité. Il convient également de noter qu'à ce moment-là, il ne pouvait communiquer qu'à l'aide d'un tableau alphabétique en pointant les lettres avec la langue. Bien qu'extrêmement éprouvant, ce système demeurait son seul moyen d'exprimer ses pensées. Quoi qu'il en soit,
La perte brutale de son ancienne vie, conjuguée à des douleurs physiques constantes et insupportables, plongera Marc dans une dépression profonde. Il faut toutefois saluer le dévouement de son père qui fit tout son possible pour rester à ses côtés et l'aider à ne pas perdre courage. En novembre 2016, le jeune homme fut transféré dans un centre d'hébergement situé dans la ville de Gloucester. Toutefois, les conditions de vie y étaient extrêmement dégradées. Le père de Marc devait parcourir près de 1300 km pour lui rendre visite et retrouvait fréquemment son fils dans ses propres excréments. C'était, sans aucun doute, un spectacle bouleversant, et il se jura alors de tout faire pour le sortir de cet endroit. Par la suite, Marc fut effectivement transféré dans un autre établissement, cette fois en Belgique. Mais même là, ses souffrances se poursuivirent. Bien que le personnel médical ait sincèrement tenté d'améliorer ses conditions de vie, il ne disposait ni de l'expérience ni de l'équipement nécessaire pour prendre en charge un patient souffrant de blessures aussi graves que celles de Marc. Et malgré certains progrès notables, comme le fait d'avoir retrouvé la capacité de parler, le jeune homme continuait à se demander quel pouvait bien être le sens d'une vie marquée par une telle souffrance. Quelque temps plus tard, l'état de Marc se détériora de nouveau. Il développa en effet une grave infection pulmonaire. Les médecins durent procéder à une trachéotomie, une intervention chirurgicale consistant à ouvrir la trachée afin de permettre au patient de respirer normalement. Bien entendu, cette opération pouvait lui sauver la vie, mais elle lui ôtait également toute possibilité de parler à nouveau. Ce fut un léger sursis, certes vital, mais au prix de sa capacité à communiquer verbalement avec son père. Finalement, ce fut en quelque sorte le coup de grâce pour Marc. Confronté à la paralysie, à la douleur constante et au silence imposé, il confia à son père qu'il ne souhaitait plus lutter pour vivre. Avec le soutien de sa famille, Marc s'adressa alors aux autorités belges afin de demander à bénéficier d'une euthanasie volontaire, telle qu'elle est autorisée dans le pays sous certaines conditions strictes. Sa demande fut examinée par 3 médecins indépendants qui conclurent unanimement qu'il souffrait de manière intolérable, sans perspective d'amélioration. Ainsi, le 2 janvier 2017, à l'âge de 29 ans, Marc vécut les derniers instants de sa vie aux côtés de son père, à qui il avait expressément demandé de rester auprès de lui jusqu'au bout. Quant au procès de Berlina Wallace, il ne s'ouvrit qu'en avril 2018, soit près de 3 ans après l'agression. À ce moment-là, l'accusée n'avait toujours pas plaidé coupable et continuait d'affirmer qu'elle ignorait avoir jeté de l'acide sur Marc. Cependant, son récit s'effondra dès que l'affaire fut examinée de plus près. L'accusation présenta des preuves accablantes, démontrant que l'attaque avait été préméditée et exécutée avec une extrême malveillance. Les procureurs détaillèrent notamment l'achat de la bouteille d'acide sulfurique concentré, ainsi que la suppression volontaire de son étiquette d'avertissement. Ils révélèrent également que Berlina avait effectué, à de nombreuses reprises, des recherches sur les attaques à l'acide et sur leurs conséquences physiques. Selon l'accusation, son objectif n'était pas uniquement de blesser Marc, mais aussi de le défigurer de manière irréversible afin qu'aucune autre femme ne souhaite jamais être avec lui. De nombreux témoins décrivirent également le comportement contrôlant et agressif de Berlina, dressant ainsi un portrait général de la relation profondément toxique qu'elle entretenait avec Marc. Compte tenu de l'ensemble des éléments présentés, le ministère public soutint que les actes de l'accusé étaient la cause directe du décès du jeune homme. L'accusation de meurtre fut donc soumise au jury. Toutefois, dans la mesure où la vie de Marc avait été abrégée par une euthanasie volontaire, il revenait aux jurés de déterminer si les agissements de Berlina constituaient la cause première de sa mort ou si d'autres facteurs avaient pu y contribuer. À la surprise générale, le jury estima qu'il n'était pas en mesure de conclure que les actes de l'accusé répondaient aux critères juridiques nécessaires pour retenir la qualification de meurtre. En d'autres termes, elle ne fut reconnue coupable ni de meurtre avec préméditation, ni d'homicide involontaire. En revanche, le jury la déclara coupable d'avoir utilisé une substance caustique dans l'intention de causer des lésions corporelles graves, un chef d'accusation lourd, passible d'une peine sévère.
Lors du prononcé de la sentence, le juge fit une déclaration particulièrement marquante qui reflétait l'extrême cruauté de l'acte commis par Berlina Wallace et la souffrance dévastatrice qu'elle avait infligée à Mark Van Dongen ainsi qu'à ses proches. Il rappela que, le 2 septembre 2015, Berlina avait acheté 1 litre d'acide sulfurique concentré à 98% avec l'intention claire de l'utiliser contre Mark. Elle souhaitait qu'il rompe avec sa nouvelle compagne et retourne vers elle. Avant de passer à l'acte, elle avait soigneusement retiré l'étiquette d'avertissement indiquant que le produit provoquait de graves brûlures, dans le but évident d'empêcher son identification ultérieure. Le juge souligna que le moment de l'agression avait été choisi à l'avance. Mark dormait profondément, vêtu seulement de ses sous-vêtements, dans le lit qu'il avait partagé avec Berlina. Dans un état de vulnérabilité totale, il n'avait absolument aucune chance de se défendre ou de protéger son visage et son corps. Les brûlures causées par l'acide couvrirent 2/3 de son visage, la majeure partie de la poitrine, ainsi que les bras et les cuisses. Au total, environ 25% de la surface de son corps avait été atteinte, et les greffes de peau ultérieures durent s'étendre à plus de 40% du corps. Un chirurgien spécialisé déclara même qu'il n'avait jamais eu affaire à un patient présentant des lésions aussi graves à la suite d'une attaque à l'acide sulfurique. Mark passa près de 11 mois en unité de soins intensifs, au cours desquels il subit de nombreuses interventions chirurgicales. Sa jambe gauche fut amputée, il perdit complètement la vue de l'œil gauche et presque totalement celle de l'œil droit. Les médecins durent lui administrer les analgésiques les plus puissants, eux-mêmes responsables d'effets secondaires importants. Pendant 4 mois, Mark fut incapable de communiquer. Outre les brûlures, il souffrait de lésions internes multiples. Infections pulmonaires récurrentes, chocs septicémiques réguliers, atteintes rénales, troubles intestinaux graves, perturbations du rythme cardiaque et altérations du fonctionnement hépatique. À sa sortie de l'hôpital, en novembre 2016, il était paralysé du cou aux pieds, incapable de bouger ses bras et ses jambes. Même s'il avait choisi de continuer à lutter, une nouvelle intervention chirurgicale et des soins extrêmement lourds auraient été nécessaires. Son médecin traitant déclara qu'il n'était pas possible de reconstruire son apparence. Mark était défiguré de façon permanente et irréversible. Les cicatrices qui marquaient son visage furent décrites comme parmi les pires jamais observées. Compte tenu de l'ensemble des éléments retenus à son encontre, Berlina Wallace a été condamnée à 12 ans de réclusion criminelle. Ce verdict a, sans surprise, suscité des réactions partagées au sein de l'opinion publique. Nombreuses furent les voix, notamment parmi les proches de Mark, à juger cette peine insuffisante au regard de l'extrême gravité des souffrances infligées. Cette affaire a également ravivé un débat national intense sur l'utilisation de l'acide sulfurique comme arme. Elle a entraîné l'ouverture de discussions urgentes sur la nécessité de renforcer la réglementation entourant la vente de substances caustiques ainsi que sur le durcissement des peines associées à leur usage criminel. Sous l'effet de l'attention médiatique suscitée par ce drame, une nouvelle législation sur les armes offensives a vu le jour. Cette loi a notamment introduit des limites d'âge pour l'achat de produits chimiques dangereux et imposé un cadre plus strict pour leur commercialisation. En parallèle, de nombreux détaillants ont également mis en place des politiques internes plus rigoureuses afin de limiter l'accès du grand public à ce type de substances. Après le verdict, les membres de la famille de Mark Van Dongen ont longtemps lutté pour surmonter leur immense chagrin. À ce que l'on sait, le frère cadet de Mark a créé une page de financement participatif afin de recueillir des fonds pour soutenir leur père, dont la situation financière avait été gravement affectée par le drame. Sur cette page, il raconte comment son père a passé des mois à faire des allers-retours entre la Belgique et Bristol, dormant parfois dans sa voiture sur le parking de l'hôpital pour économiser sur les frais de logement. Il y décrit aussi avec une profonde émotion les souffrances insupportables de Mark, la paralysie totale, l'amputation d'une jambe, la perte d'un œil et d'une oreille, ainsi que la douleur physique constante, qui avait fini par lui faire perdre toute volonté de vivre. Quant à Berlina Wallace, elle a immédiatement commencé à purger sa peine dans une prison britannique. Malheureusement,
Les informations précises concernant l'établissement pénitentiaire dans lequel elle a été incarcérée n'ont pas été rendues publiques, en raison des règles de confidentialité prévues par la loi sur l'hébergement des détenus. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle pourra prétendre à une libération conditionnelle pour la première fois en 2027. Toutefois, cette décision dépendra de son comportement en détention ainsi que d'autres facteurs essentiels, évalués par une commission spéciale de libération conditionnelle. Dans ses déclarations publiques, Kees van Dongen, le père de Mark, a exprimé l'espoir que Berlina devrait réellement se battre pour obtenir une décision en sa faveur. D'une manière générale, sa déclaration traduit la conviction profonde de la famille selon laquelle les actes de Berlina auraient mérité une peine plus sévère. L'histoire commence avec une jeune fille de 14 ans, appelée Choa dans les médias. En juin 2003, Choa tente de téléphoner à une amie, mais compose un mauvais numéro. À l'autre bout du fil, un garçon de son âge décroche. Elle s'excuse pour son erreur, mais la conversation prend une tournure inattendue. Le garçon s'appelle Kim, et ils finissent par échanger leurs coordonnées, décidant de rester en contact. Au cours des 6 mois suivants, Choa et Kim correspondent assez régulièrement. Choa a le sentiment qu'ils sont devenus de bons amis, mais elle ignore totalement qui il est réellement. Kim faisait partie d'un grand groupe informel d'adolescents appelé l'Alliance de Miryang. Il se composait de 50 à 100 garçons, tous âgés de l'adolescence, fréquentant le collège ou le lycée. La plupart ne comptaient pas poursuivre d'études supérieures, préférant suivre une formation en usine dans l'espoir de trouver un emploi après l'école. Beaucoup d'entre eux vivaient dans un dortoir situé près d'un établissement professionnel, espérant ensuite décrocher un poste abusant. Les membres de ce groupe étaient pour la plupart considérés comme des adolescents à problème, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'avaient pas les meilleures intentions. Alors qu'il échangeait encore en ligne avec Choa, Kim la présenta, elle et sa sœur, à un autre garçon nommé Park, le chef officieux du groupe. Pendant plusieurs mois, ils adoptèrent une attitude amicale, gagnant progressivement la confiance de Choa. Lorsqu'ils estimèrent qu'elle était suffisamment en confiance, ils lui proposèrent de les rencontrer et l'invitèrent à Miryang. Malheureusement, en janvier 2004, Choi finit par accepter l'invitation. Lorsqu'elle arriva à Miryang, Kim et quelques autres garçons la conduisirent dans une maison d'hôtes. C'est là que son cauchemar commença. Park, accompagné d'un grand nombre d'adolescents, se mit à la frapper avec un objet contondant, avant d'utiliser ce même objet pour abuser d'elle. Par la suite, Choi fut soumise à de multiples violences de la part du groupe. Les agresseurs la menacèrent de diffuser les images de l'agression sur Internet si elle osait en parler à qui que ce soit, afin que tout le monde voie ce qu'elle avait subi. Ils répétèrent ces menaces à plusieurs reprises, la maintenant dans la peur et le silence. Mais cela n'était que le début. Une fois qu'ils eurent suffisamment de moyens de pression sur elle, ils s'en servirent pour exercer un contrôle total, la réduisant progressivement à l'état de victime soumise. Au cours des 11 mois suivants, Choi fut rappelée à Miryang à une dizaine de reprises. Chaque fois, elle fut victime de violences collectives, impliquant entre 3 et 24 agresseurs. Au total, elle subit les abus d'au moins 44 garçons différents, dont plusieurs revinrent à de multiples reprises. Avec le temps, leurs exigences devinrent de plus en plus atroces. Ils commencèrent à lui extorquer de l'argent, l'obligeant sans cesse à leur verser des sommes toujours plus importantes. Mais même cela ne leur suffisait pas. Ils exigeaient désormais que Choi leur amène d'autres filles. Sachant par leurs échanges que Choi avait une cousine de 16 ans, ils la menacèrent de publier une vidéo compromettante si elle ne l'amenait pas. Choi s'exécuta, et sa cousine fut soumise aux mêmes sévices insoutenables. Mais cela ne mit pas fin à leurs exigences. Lors d'une autre convocation, ils exigèrent qu'elle amène sa sœur âgée de 13 ans. Cette fois, il n'y eut pas de violence physique, mais la jeune fille fut humiliée et maltraitée à l'aide d'objets intimes. La plupart de ces agressions furent filmées, dans le but de salir encore davantage les victimes et de renforcer leur emprise. Les agresseurs étaient persuadés que ces enregistrements les protégeraient de toute conséquence, convaincus que les victimes, paralysées par la honte, n'oseraient jamais parler. Cependant, au fil du temps, Choi trouva la force de résister. Elle refusa de répondre à leur nouvelle convocation.
En réaction, les garçons commencèrent à la menacer de téléphoner à son école pour tout révéler, espérant ainsi raviver la peur et reprendre le contrôle. Finalement, la cousine de Choi ne put plus supporter ce qu'elle vivait et décida d'en parler à sa mère. Celle-ci se rendit immédiatement à la police pour signaler les faits. Peu après, Choi et une autre jeune fille furent convoquées pour être entendues. Elles demandèrent à être interrogées par une femme officier, mais cette requête leur fut refusée. À la place, elles durent faire face à un enquêteur masculin, qui remit en question leurs témoignages dès les premières minutes. L'inquiétude principale des autorités ne semblait pas être le crime lui-même, mais plutôt la réputation de la ville. L'officier leur déclara « Vous avez essayé de les séduire ? Vous allez ruiner la réputation de Miryang. Ces garçons qui étaient censés représenter l'avenir de la ville sont désormais arrêtés à cause de vous. Qu'allez-vous faire ? J'ai peur que ma propre fille devienne comme toi. » Par la suite, plusieurs des garçons suspectés furent convoqués pour une séance d'identification. Cependant, contrairement à la procédure habituelle, où la victime observe les suspects derrière une vitre sans teint, Choi fut contrainte de les identifier en face à face. Choi avait du mal à retenir ses larmes, car les garçons la fixaient intensément durant l'identification. Au cours de l'enquête, la police fit peu d'efforts pour protéger son anonymat. Très rapidement, des journalistes et des internautes découvrirent son identité, qui devint alors le centre de l'attention publique. Dans certains bars karaokés, des officiers de police, visiblement en état d'ivresse, révélèrent ouvertement aux serveuses et aux clients les noms des victimes impliquées dans l'affaire. 3 garçons furent arrêtés peu après, mais la police n'avait initialement pas l'intention d'approfondir l'enquête. Toutefois, lorsque des informations concernant ce crime furent diffusées en ligne en décembre 2004, les internautes exprimèrent une vive colère. Ils exigèrent que tous les auteurs soient identifiés et arrêtés. Sous la pression des victimes, de leurs familles et de l'opinion publique, la police procéda à l'arrestation de 9 autres individus. Au cours de l'enquête, les enquêteurs remarquèrent que de nombreux suspects se retrouvaient régulièrement au même endroit. Une opération de grande ampleur fut alors organisée. Une descente fut menée dans un cybercafé où se trouvaient plusieurs personnes impliquées dans les agressions et toutes furent arrêtées sur place. Au cours des interrogatoires, il apparut que Choi n'était pas la seule victime. 2 autres jeunes filles se présentèrent spontanément pour témoigner, alors même qu'elles n'avaient jamais évoqué leur existence. Le nombre total de victimes connues passa ainsi à 5. Par la suite, la police commença à suspecter qu'il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Cependant, les familles des garçons arrêtés commencèrent à proférer des menaces à l'encontre de Choi et des autres victimes. Lors d'une interview télévisée, la mère de l'un des agresseurs déclara « Pourquoi devrions-nous éprouver de la compassion pour Choi ? Pourquoi compatir avec la famille de la victime ? Pensez à ce que nous endurons. Qui pourrait résister à la tentation de filles qui cherchent à séduire les garçons ? Ce sont les parents qui auraient dû apprendre à leurs filles comment se comporter pour éviter ce genre de problème. » Mais les menaces ne venaient pas seulement des familles. Les amis des agresseurs s'en prirent également aux victimes. Certains d'entre eux étaient soutenus ouvertement par leurs petites amies, qui prenèrent leur défense sans réserve. L'une des jeunes filles, Wang Gongmi, qui entretenait une relation avec l'un des membres du gang, publia un message sur les réseaux sociaux dans lequel elle se moquait des victimes et de la police. Elle écrivit « Alors, ils ont fini par régler le problème là-bas ? J'ai entendu dire qu'à part ces 3-là, tout le monde s'en était sorti. Ces filles étaient déjà assez laides comme ça. » Le scandale fit rapidement le tour du pays, révélant au grand public des informations encore plus troublantes. Il s'avéra que le nombre de criminels impliqués était bien plus élevé que ce que l'on avait imaginé au départ. Alors qu'il était d'abord question de 40 à 50 participants, l'enquête révéla ensuite que 70 autres personnes avaient également pris part aux faits. Certaines d'entre elles avaient directement participé aux agressions, d'autres s'étaient rendues complices en extorquant de l'argent ou en montant la garde pendant les violences. Le nombre total d'auteurs s'éleva ainsi à plus d'une centaine. La police annonça qu'elle déposerait prochainement des demandes d'arrestation à l'encontre de 10 suspects supplémentaires. Cependant, en parallèle des faits avérés, de nombreuses informations trompeuses commencèrent à circuler. Beaucoup de personnes avaient du mal à croire que de simples lycéens puissent être capables de commettre de tels actes. Des rumeurs virent alors le jour, affirmant qu'il s'agissait en réalité d'un groupe de criminels adultes. Pourtant, les membres du gang eux-mêmes reconnurent qu'il n'existait pas de structure organisée.
Il s'agissait simplement d'un vaste regroupement d'adolescents en rupture, livrés à eux-mêmes. Pendant ce temps, Choa, sa cousine et sa sœur continuaient de se rendre régulièrement au commissariat pour répondre aux convocations, accomplir des démarches administratives et suivre l'évolution de l'enquête. Mais même en ces lieux, elles ne se sentaient pas en sécurité. À l'entrée du poste, certains parents des agresseurs les attendaient. Non seulement ils ne présentaient aucune excuse, mais ils allaient jusqu'à formuler des menaces à leur encontre. La plus grande crainte de Choa et des autres victimes était que la majorité des agresseurs soient bientôt remis en liberté et cherchent à se venger. Dans un acte particulièrement choquant, l'une des mères se rendit directement à l'école de Choa, entra dans sa classe et la força à signer une pétition réclamant une réduction de peine pour son fils. Espérant qu'il puisse être libéré, ne serait-ce qu'avec une simple mise à l'épreuve, Choa prit peur, s'enfuit en panique et s'enferma dans les toilettes. Malgré les promesses répétées selon lesquelles tous les coupables seraient identifiés et arrêtés, cela ne fut jamais le cas. La police n'arrêta que 12 personnes. 29 autres furent simplement enregistrés dans une base de données, sans poursuite. Le reste des suspects fut relâché sans autre forme de procédure. Quelque temps après le début de l'enquête, la police classa l'affaire en déclarant « Aucune autre activité criminelle n'a été détectée ». Lorsque l'horreur révélée par l'enquête policière fut rendue publique, l'opinion générale fut marquée par une vive indignation. La population fut scandalisée par la manière dont les victimes avaient été traitées au cours des interrogatoires. Interpellée pour avoir refusé d'assigner une enquêtrice aux jeunes filles, la police tenta de se justifier en affirmant que le nombre de suspects était trop élevé et que le service ne disposait pas d'un personnel féminin suffisamment qualifié pour mener les auditions. Face à la controverse, la police publia finalement un communiqué d'excuses sur son site officiel dans lequel elle reconnaissait ses torts. Refuser la présence d'une enquêtrice lors des auditions des victimes ainsi que les insultes proférées par un officier sont des actes inacceptables. Lorsque le public apprit que les victimes avaient été contraintes d'identifier leurs agresseurs en face à face, la police tenta de se justifier en déclarant « La salle avec le miroir sans teint est trop petite pour accueillir plusieurs suspects à la fois. C'est pourquoi nous avons demandé à la victime de les identifier directement, au préalable. » Cette explication ne fit qu'attiser davantage la colère générale. Des manifestants se rassemblèrent devant le commissariat et scandèrent « Protégez les victimes !» Désormais, l'identité des jeunes filles était quasiment connue de tous, ce qui fit naître de vives inquiétudes quant à leur sécurité. Elles faisaient déjà l'objet de harcèlement et d'intimidation en plein jour, sans que personne ne puisse réellement les protéger. L'organisation de défense des droits des femmes Ulsan Hotline publia une déclaration dans laquelle elle dénonçait l'absence de protection accordée aux victimes. Il n'y a ni protection ni considération pour les victimes dans notre société. Elle réclama des sanctions plus sévères à l'encontre des auteurs de ces actes. L'un des avocats se proposa également de défendre les victimes gratuitement devant les tribunaux. Il s'entoura d'une avocate afin d'accompagner les jeunes filles tout au long de la procédure judiciaire. Sous la pression intense de l'opinion publique, la police de Miryang remplaça 9 des 13 enquêteurs chargés de l'affaire, les tenant pour responsables de graves manquements procéduraux et d'un préjudice important porté à la réputation du service. L'officier qui avait accusé les jeunes filles de déshonneur fut soumis à une mesure disciplinaire sérieuse, bien que la nature exacte de cette sanction ne fut jamais rendue publique. Sur les 44 garçons reconnus coupables d'infractions violentes, seuls 10 firent l'objet d'une recommandation de condamnation. 20 autres furent envoyés dans des centres de détention pour mineurs. Cependant, il devint rapidement évident qu'aucun d'entre eux ne serait réellement sanctionné de manière sévère. Selon les lois en vigueur à l'époque, ce type de crime ne pouvait faire l'objet de poursuites que si les victimes elles-mêmes engageaient une action en justice contre leurs agresseurs. Choa ne le fit pas. La principale raison tenait à son père. Alcoolique, il avait conservé l'autorité parentale sur elle pendant 3 ans après son divorce d'avec la mère de Choa, bien qu'il ait déjà exercé des violences à son encontre. C'est lui qui persuada Madame Choa d'accepter un accord à l'amiable proposé par les parents des agresseurs. Dans le cadre de cet accord, la famille de Choa reçut une importante somme d'argent, 45 millions de won, soit environ 32 000 $, en échange de l'abandon des poursuites judiciaires. Pourtant, Choa ne vit jamais la couleur de cet argent.
Son père utilisa 15 millions de won pour acheter une maison à Ulsan. Le reste de la somme devint l'objet d'un conflit entre les membres adultes de la famille. Finalement, l'argent fut simplement réparti entre eux puis dépensé à des fins personnelles. Peu après, Choi s'enfuit du domicile familial et retrouva sa mère. La garde de sa sœur cadette et la sienne furent ensuite officiellement confiées à leur mère. Les deux jeunes filles commencèrent leurs études dans une autre ville, espérant échapper au passé. Mais même là, elles ne furent pas en sécurité. Malgré le déménagement, les parents de certains agresseurs poursuivirent leur harcèlement, les traquant jusque dans leur nouvelle vie. Le père de Choi mourut plus tard des suites d'un empoisonnement lié à l'alcool. L'état psychologique de la jeune fille se détériora considérablement. Sa vie fut profondément bouleversée et elle dut être prise en charge par des psychiatres. Elle fut même hospitalisée à plusieurs reprises. Entre-temps, sa mère, désormais seule responsable de ses filles, décida d'intenter un procès contre la police de Miryang, réclamant une indemnisation de 110 millions de wons, soit environ 80 000 $, pour les lourds préjudices psychologiques subis. Le tribunal jugea sa demande pleinement fondée. Dans un premier jugement, la police fut reconnue coupable d'avoir divulgué les données personnelles des victimes et condamnée à verser 50 millions de won, soit environ 36 500 $, à la famille. Cependant, lors de l'appel, la Cour élargit les charges à une négligence manifeste dans la protection des victimes, reconnaissant ainsi une responsabilité plus large des forces de l'ordre. Le tribunal ordonna finalement à l'État de verser 30 millions de won, soit environ 22 000 $, à Madame Choi et à sa sœur, ainsi que 10 millions de won, soit environ 7 000 $, à leur mère. Les juges soulignèrent que le facteur décisif dans leur décision avait été la cruauté des propos tenus par les policiers qui avaient infligé un traumatisme psychologique grave aux jeunes filles. Cependant, aucun des auteurs ne fut réellement puni. Les procureurs abandonnèrent purement et simplement les poursuites contre certains d'entre eux, tandis que d'autres furent renvoyés devant le tribunal pour enfants, qui ne prit aucune mesure. À l'origine, les procureurs avaient requis des peines allant jusqu'à 4 ans d'emprisonnement pour certains accusés. Pourtant, aucune condamnation effective ne fut prononcée. Au fil de l'enquête, nombre de délinquants parvinrent à intégrer l'université ou à décrocher un emploi, et les procureurs refusèrent d'engager toute procédure judiciaire à leur encontre. En fin de compte, aucun d'entre eux ne fut sanctionné. Dans sa nouvelle ville, Choi tenta à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Elle n'obtint jamais son diplôme d'études secondaires et choisit finalement de disparaître complètement. La suite de sa vie reste entourée de mystères. Elle se retira dans l'ombre, coupa tout contact, y compris avec son propre avocat, et cessa toute communication avec le monde extérieur. Quelques années plus tard, en 2010, l'affaire, largement médiatisée à l'époque, refit surface. Cette fois, l'attention se porta sur Wang Gongmi, la petite amie de l'un des auteurs, qui, en 2004, s'était ouvertement moquée des victimes sur les réseaux sociaux. Il fut révélé qu'elle avait réussi l'examen d'entrée dans la police et avait obtenu un poste au sein de la police provinciale de Gyeongsangnam-do. Lorsque cette information fut rendue publique, elle déclencha une vague d'indignation. La décision de l'engager suscita un tollé général, notamment en raison de ses prises de position passées, dans lesquelles elle avait publiquement soutenu les agresseurs et humilié les victimes. Les internautes commencèrent à laisser massivement des commentaires indignés sur le site officiel du département de la police. Face à cette vague de critiques, Wang Gongmi présenta publiquement ses excuses, affirmant regretter son comportement passé et demandant la compréhension du public, au motif qu'elle était alors jeune et immature. Mais ces excuses ne convainquirent personne. L'indignation redoubla lorsqu'une déclaration rédigée par Wang Gongmi elle-même dans le cadre de sa candidature à un poste dans la police fut rendue publique. Dans ce document, elle écrivait « Je suis une personne honnête et consciencieuse, je me connais bien et je suis capable d'analyser les crimes du point de vue de leurs auteurs. Dans les cas d'abus, je suis en mesure de considérer à la fois le point de vue de la victime et celui de l'agresseur et d'évaluer si la victime était habillée de manière provocante ou si son comportement a pu inciter à l'agression. » La publication de cette déclaration provoqua une nouvelle vague de colère.
Le public fut scandalisé qu'une personne tenant de tels propos ait pu être recrutée dans les forces de l'ordre, en particulier dans une affaire aussi sensible. Après l'éclatement du scandale, la police promit d'ouvrir une enquête et déclara que, si les propos désobligeants tenus par Wang Gongmi à l'encontre des victimes étaient confirmés, des mesures seraient prises à son encontre. Cependant, au fil des années, l'affaire sembla sombrer dans l'oubli. Pour beaucoup, il était inacceptable que les violeurs de Miryang aient pu échapper à toute véritable sanction. Une chose était certaine, si la justice n'était pas rendue devant les tribunaux, elle devait l'être aux yeux de la société. Un homme décida alors que la vérité ne devait pas rester enfouie. De manière anonyme, il créa une chaîne YouTube intitulée Abyss Vault. Il commença à y publier des vidéos dénonçant les anciens agresseurs de l'affaire de Miryang. Le premier à être exposé fut un homme prénommé Shin. Après les faits, celui-ci avait changé de nom, déménagé dans une autre ville et trouvé un emploi en tant que vendeur de voitures. Après la publication de la vidéo, Shin supprima immédiatement sa page Instagram et disparut de la circulation. Son employeur réagit sans tarder en publiant un communiqué. « Nous prenons cette situation très au sérieux. Cet homme est licencié. » Mais Shin ne fut que le premier d'une longue série. Quelques jours plus tard, Abyss Vault publia une seconde vidéo, cette fois consacrée à Park, le chef informel du groupe. Après les événements, Park avait mené une vie paisible. Il s'était marié, était devenu père et avait ouvert un restaurant avec sa famille. Mais la révélation de son passé déclencha une tempête. Son établissement reçut une avalanche de critiques négatives et sa réputation fut brutalement détruite. Dans la foulée, des experts révélèrent que le bâtiment abritant le restaurant ne respectait pas les normes de construction. L'établissement fut alors contraint de fermer ses portes. Le troisième individu visé par Abyss Vault était un homme dont l'identité exacte reste inconnue. Il fut révélé qu'il avait déjà eu des démêlés avec la justice. Il s'était reconverti en usurier illégal, avait participé à des réseaux de prêts frauduleux et avait même purgé une peine de prison. Peu à peu, il devint clair que de nombreux anciens criminels de l'affaire de Miryang menaient désormais une vie ordinaire, avec une famille, un emploi et des enfants. Ce qui choqua particulièrement l'opinion, c'est que plusieurs d'entre eux étaient devenus pères, de filles. Le public avait l'impression que ces hommes n'éprouvaient aucun remords. Ils s'étaient contentés de faire disparaître l'affaire de leur mémoire et poursuivaient leur existence comme si rien ne s'était produit. Et pendant ce temps, la vie de Choi, elle, restait à jamais détruite. Après l'apparition d'Abyss Vault, d'autres blogueurs se mirent à dénoncer publiquement les agresseurs présumés. Certains le firent avec sérieux et responsabilité. D'autres, hélas, agissaient de manière négligente. Une chaîne, notamment, accusa à tort une femme d'avoir été la petite amie de Shin alors qu'elle n'avait aucun lien avec lui. À la suite de cette fausse accusation, le salon de beauté de la jeune femme fit faillite. Elle poursuivit alors en justice l'auteur de la chaîne pour diffamation. Avec le temps, la police commença à recevoir des plaintes. Certains des anciens agresseurs, tout comme des personnes accusées à tort, dénoncèrent le harcèlement et les atteintes à leur vie privée. Mais ce qui provoqua le plus d'indignation, ce furent les mensonges de certains vidéastes, affirmant avoir dénoncé les criminels avec l'accord de Madame Choi et de sa famille. Or, Madame Choi n'a toujours repris contact avec personne. Cette information fut confirmée par le Centre coréen pour les victimes de la violence, l'une des rares organisations avec lesquelles elle avait maintenu un lien. De son côté, Abyss Vault publia un message sur sa chaîne, affirmant qu'il continuerait à exposer la vérité, quelles que soient les polémiques entourant d'autres créateurs de contenu. Interrogé sur cette affaire, Lee Yo-rin, professeur associé en politique et en éthique à l'Université nationale de Chungnam, déclara « Si le système judiciaire avait accompli son devoir il y a 20 ans, ces révélations privées n'auraient peut-être jamais vu le jour. » La situation prit une tournure inattendue lorsqu'un artiste publia une vidéo d'excuses sur YouTube. Il est probable qu'il ait cherché à apaiser la réaction du public avant d'être identifié publiquement. Dans cette vidéo, il déclara « Je tiens à m'excuser auprès de la victime, qui vit dans une souffrance inimaginable depuis 2004. Je suis conscient qu'aucun mot ne pourra effacer ma culpabilité, mais je suis sincèrement désolé. Je n'oublierai jamais ce que j'ai fait et je passerai le reste de ma vie à souffrir de mes actes. » Cet homme nommé Lee
fut le premier à présenter des excuses publiques, sous quelque forme que ce soit, pour les faits survenus à Miryang. Il fut rapidement suivi par un second ancien agresseur, Yoon, qui enregistra à son tour une vidéo d'excuses. Tous deux évitèrent de livrer des détails précis, se contentant d'exprimer leurs regrets. Peu après, le Centre coréen pour les victimes de la violence publia la première déclaration de Madame Choi depuis de nombreuses années. Elle y écrivit « Nous ne nous attendions pas à ce que tant de gens se souviennent à nouveau de cette affaire. Nous pensions qu'elle disparaîtrait comme auparavant. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont témoigné leur soutien, merci de ne pas nous avoir oubliés. » Madame Choi confia qu'elle avait été touchée par les messages de solidarité et qu'elle retrouvait peu à peu espoir. Elle déclara espérer que cette fois, la société avait véritablement commencé à changer. Un événement inattendu survint ensuite. Choi accepta d'être interviewée pour la première fois depuis 20 ans. Elle parla publiquement de son expérience, évoquant l'horreur qu'elle avait traversée, sa naïveté lors de l'enquête policière et les séquelles profondes que ces événements avaient laissées sur sa vie. Elle déclara « J'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Je pensais que nos preuves suffiraient à faire punir les criminels. Rien n'a changé depuis 2004. Je ne peux pas vivre sans médicaments. » Madame Choi expliqua que ni elle ni sa sœur n'avaient pu terminer leur scolarité et qu'elle suivait encore aujourd'hui un traitement lourd. Pendant longtemps, elle avait cru que justice serait rendue, mais ce n'est qu'au fil des années qu'elle comprit que rien ne serait fait contre les agresseurs. Aujourd'hui, bien que leur nom soit désormais exposé sur Internet, Choi et sa sœur vivent dans une angoisse constante. Elles craignent à nouveau d'être prises pour cible. Nous vivons toujours en enfer, et c'est terrifiant. En réfléchissant à sa vie, Choi conclut « Je ne me souviens même pas de ce dont j'ai rêvé. La seule chose que je souhaite, c'est que ma mère et ma sœur, qui ont tant souffert à cause de moi, soient enfin libérées de ce cauchemar. » De nos jours, les crimes commis dans les écoles et les universités n'ont malheureusement plus rien de choquant. D'ailleurs, dans des pays comme les États-Unis, il s'agit d'un fait assez courant. Cependant, le cas d'Amy Bishop est remarquable parce qu'elle ne correspond pas au portrait établi d'une criminelle. En outre, il était assez rare que des femmes commettent de tels crimes. De plus, Bishop se distinguait encore davantage. Dès son plus jeune âge, elle excellait dans ses études et obtint un doctorat à Harvard. Son mariage était stable. Elle n'avait pas de casier judiciaire et ne prenait pas de substances illicites. Pourtant, elle est devenue le genre de personne qui va trop loin en matière d'honneur et de moralité. En fin de compte, ces actes ont conduit à l'une des tragédies les plus choquantes jamais survenues dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement. Amy Bishop est née le 24 avril 1965 dans la ville d'Iowa City, située dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis. Ses parents étaient Sam et Judy Bishop. Sam a toujours été un travailleur acharné. Il étudiait les beaux-arts à l'université le jour et travaillait comme gardien et concierge la nuit. Le futur couple s'était rencontré à l'école d'art de Boston. D'une certaine manière, ils étaient à l'opposé l'un de l'autre. Judy était une femme extravertie, dotée d'un sens de l'humour très développé, tandis que Sam était un homme taciturne et réservé. En 1968, Sam obtint finalement son diplôme et un poste d'enseignant au département d'art de la Northeastern University. Les Bishop déménagèrent ensuite dans la ville de Braintree, située dans l'État du Massachusetts. La même année, le couple eut son deuxième enfant, un garçon prénommé Sam. Braintree était une sorte de gated community, une banlieue de classe moyenne située juste au sud de Boston. Sam et Judy se fondirent facilement dans la population locale. C'était peut-être Judy qui avait conquis les gens autour d'eux. Elle s'était impliquée dans la communauté locale dès le premier jour. Elle rejoignit d'ailleurs rapidement le conseil municipal, un organe dirigeant. Elle était notamment chargée de communiquer avec les représentants du gouvernement local. Dans ces conditions, elle avait même un certain pouvoir. Quant à Amy, elle était une enfant plutôt maladive. Elle souffrait d'asthme. Ses parents durent se rendre plus d'une fois aux urgences. En raison d'une certaine impuissance et de l'impossibilité de passer du temps avec ses amis à l'extérieur, Amy s'intéressa aux sciences. À cette époque, elle rêvait de découvrir un remède contre l'asthme. Bien que la jeune fille n'ait obtenu que de bonnes notes, elle estimait que ses parents ne lui accordèrent pas l'attention qu'elle méritait.
Curieusement, c'était à Seth que les époux consacraient beaucoup plus de temps. Il réussissait mieux dans ses études et était populaire à l'école. Amy, en revanche, était plus solitaire. En troisième année, elle commença à apprendre à jouer du violon. Rapidement, Seth voulut en faire autant. Après un peu d'entraînement, il surpassa de nouveau sa sœur. Ce garçon était vraiment très doué. Bien sûr, Amy n'aimait pas tout cela, et elle s'en inquiétait même beaucoup. Il était évident que la jeune fille ne pouvait pas être dans un environnement compétitif. Et Seth lui-même s'en rendait parfaitement compte. Il se sentait supérieur à sa sœur et c'était peut-être pour cela qu'il ne l'avait jamais reconnue comme une rivale. C'est pourquoi ils se disputaient souvent. Le fait que Seth soit son cadet rendait la situation encore plus difficile pour Amy. Après avoir grandi, Amy commença à étudier la génétique à l'université de Northeastern. Seth ne tarda pas à s'y inscrire à son tour. Comme auparavant, il surpassait sa sœur en obtenant d'excellents résultats et en réussissant brillamment dans ses études. En guise de passe-temps, Amy rejoignit un club de fans du jeu Donjons et Dragons. C'est là qu'elle rencontra son futur époux, un certain Jimmy Anderson. La jeune fille s'attacha rapidement à lui. C'est drôle, mais elle préférait l'appeler James. Elle trouvait ce nom beaucoup plus élégant. À un moment donné, la compagnie d'Amy et de Jimmy entraîna une détérioration de la relation de la jeune fille avec son frère. Pour Seth, Jimmy avait toujours eu l'air d'un perdant. C'est pourquoi il ne voulait pas que sa sœur s'engage avec un tel homme. De plus, Seth insista pour qu'Amy quitte le club de jeux Donjons et Dragons et rejoigne un autre club plus populaire. D'une manière générale, le frère de la jeune fille estimait qu'elle devait fréquenter davantage d'autres personnes ayant réussi. Un soir de l'an 1985, les Bishop rentrèrent chez eux et constatèrent que les fenêtres du premier et du deuxième étage étaient ouvertes. Une fois à l'intérieur, ils se rendirent compte que les cambrioleurs, quels qu'ils soient, avaient dérobé presque tous leurs objets de valeur. La famille fut véritablement choquée par l'intrusion d'inconnus. Ce qui les inquiétait le plus, ce n'était pas la perte de leurs biens matériels, mais la violation de leur intimité. Judy, indignée, écrivit même une lettre au journal local pour interpeller les cambrioleurs. N'ayant pas obtenu la réponse souhaitée, les Bishop décidèrent qu'une telle situation ne leur arriverait plus jamais. Sam se rendit donc dans un magasin de chasse et acheta un fusil de chasse de calibre 12. Judy ne voulait pas d'armes dans sa maison, mais Sam plaça le fusil dans l'armoire de la chambre et la boîte de munitions sous la table. Avec le temps, la popularité de Seth ne cessa de croître. Malgré son jeune âge, il avait déjà remporté un grand nombre de prix lors des foires scientifiques de son université. Mais ce qui agaçait le plus Amy, c'était que son frère ne parlait même pas de ses propres succès. Elle avait l'impression qu'il les prenait à la légère. La jeune fille apprenait les succès de son frère tout à fait par hasard, par exemple lorsque son père ou sa mère lui en parlaient. En décembre de la même année, Seth vanta à nouveau les mérites de sa sœur en disant à ses parents qu'il ne voulait rien pour Noël. Les Bishop furent déconcertés par les propos de leur fils. En conséquence, Amy dut à nouveau écouter ses parents lui rappeler à quel point Seth était remarquable et apprécié. À un moment donné, Amy se mit à penser qu'elle ne pourrait jamais surpasser son frère en popularité ni attirer autant d'attention que lui. Le 6 décembre 1986, Amy, alors âgée de 21 ans, se trouvait seule dans la maison familiale. Au milieu de la nuit, elle entendit un bruit étrange et sentit que quelqu'un tentait d'entrer dans la maison. Se souvenant de ce qui s'était passé l'année précédente, elle fut prise de panique. Sa réaction immédiate fut de se rendre dans la chambre de ses parents et d'attraper le fusil de chasse de calibre 12 qui se trouvait dans l'armoire. À ce moment-là, son père avait déjà réussi à apprendre à Amy comment charger le fusil. Une fois dans la chambre, la jeune fille se dirigea vers l'armoire. Elle en sortit l'arme et l'arma. Après quelques instants, Amy était déjà prête à affronter l'intrus. Ce n'est qu'après quelques secondes de réflexion qu'elle en vint à la conclusion qu'il s'agissait probablement d'un membre de sa famille. Et c'était bien le cas. C'était Seth. Amy demanda à son frère de l'aider à décharger l'arme pour qu'elle puisse la ranger avant le retour de leurs parents. De façon surprenante, lorsque la jeune fille voulut remettre l'arme à son frère, celle-ci se déclencha spontanément, blessant Seth à la poitrine. Amy paniqua immédiatement. Elle tira alors accidentellement quelques coups supplémentaires, endommageant le mur de la maison et le toit. Mais ce qu'il y avait de plus étrange, ce n'était même pas cela. Pour une raison impensable,
Amy n'appela pas les services d'urgence pour demander de l'aide, mais s'enfuit de la maison en emportant le fusil de chasse. Une fois dans la rue, elle tenta d'arrêter une voiture qui passait, mais en vain. Bientôt, la jeune fille atteignit l'atelier de réparation automobile le plus proche et exigea que l'on lui donne n'importe quelle voiture. Face à ce refus, Amy s'assit par terre. Pendant ce temps, les mécaniciens appelèrent la police. Les forces de l'ordre ne tardèrent pas à arriver sur les lieux. Après avoir évalué la situation, ils ordonnèrent à Amy de poser immédiatement son arme au sol et de se rendre. Elle ne se rendit pas immédiatement, mais ils finiront par l'arrêter. Un peu plus tard, ses parents rentrèrent enfin à la maison et Seth fut transporté à l'hôpital. Il s'avéra que le tir avait touché une zone vitale et que le jeune homme décéda des suites de sa blessure. Au poste de police, Amy prétendit qu'il s'agissait d'un accident. Elle expliqua qu'elle s'était enfuie parce qu'elle avait eu une crise de panique. Sa mère déclara qu'elle était présente lors de l'incident et confirma les propos de sa fille. Judy demanda alors à voir le chef de la police. À l'époque, il s'agissait d'un certain John Vincent Pollio. John était un bon ami de Judy Bishop. Il était entré dans la police en 1950 et, 12 ans plus tard, il avait accédé au poste le plus élevé et s'était forgé une réputation d'homme rusé et excentrique. C'est peut-être pour cette raison que beaucoup de ses collègues l'ont tout de suite détesté. La demande de Judy fut bientôt acceptée et elle et Pollio se rencontrèrent face à face. 11 jours plus tard, le médecin légiste déclara que la mort de Seth Bishop était due à une décharge accidentelle d'arme à feu. À l'époque, de nombreux membres de la police n'étaient pas d'accord avec les conclusions du médecin légiste. Cependant, il n'y avait plus rien à faire. Malgré toute l'agitation provoquée par Amy, le procureur n'engagea même pas de poursuite. En fait, la jeune fille qui avait tiré sur son frère ne passa pas un seul jour en prison. À partir de cette nuit-là, elle resta chez elle, sous la garde de ses parents. Et le plus surprenant, c'est qu'Amy ne chercha jamais à consulter un psychologue pour cet incident. Peut-être que la mort de son frère, aussi traumatisante soit-elle, ne lui avait pas causé de profondes émotions négatives. Peu de temps après, Amy se lança à corps perdu dans ses études. Elle rédigea ainsi une thèse solide qui attira l'attention des recruteurs de l'université de Harvard. Ceux-ci lui proposèrent un poste qu'elle accepta immédiatement. La même année, elle épousa le déjà connu Jimmy. Fait surprenant, le mariage a eu lieu dans la même église que le service commémoratif de Seth. Il convient de préciser qu'Amy n'avait jamais voulu prendre le nom de famille de son conjoint. Elle prit cette décision en pensant que son travail et ses recherches en génétique gagneraient en notoriété. En d'autres termes, elle voulait que son nom de jeune fille et son nom de famille apparaissent dans divers articles et publications. Quelque temps après la cérémonie de mariage, Jimmy reçut une offre d'emploi en tant que biologiste. Mais Amy insista pour qu'il reste à son poste et se consacre davantage aux tâches domestiques. Elle lui rappela également qu'il devait utiliser le nom de James partout où il allait. Au cours des 4 années suivantes, Amy et Jimmy eurent 3 filles. Les études furent difficiles pour Amy, qui eut beaucoup de mal à obtenir le doctorat tant convoité à Harvard. Cependant, après de nombreux efforts, elle atteignit son objectif. En même temps, certains employés de l'université, ayant vu son travail final, le qualifièrent de médiocre. Ils pensaient sincèrement qu'Amy ne méritait pas un doctorat. En réalité, l'achèvement de ses études à Harvard joua un rôle important dans la formation de sa personnalité. Une formation à Harvard est en effet considérée comme une grande réussite. Il n'y a rien de mal à en être fier. Cependant, Amy porta cette fierté à l'excès. Même lorsqu'elle sortait de chez elle pour aller chercher du pain à la boulangerie, elle se présentait comme le docteur Amy Bishop, diplômée de l'université de Harvard. Bien qu'elle ait été une bonne élève, la jeune femme ne réussissait pas dans son travail au laboratoire de Harvard. Son supérieur, un homme nommé Paul Rosenberg, nota les différents types de problèmes d'Amy. Par exemple, elle se disputait facilement avec ses collègues et s'énervait de manière puérile lorsqu'il faisait des commentaires négatifs sur sa thèse de doctorat. Cela a même poussé le docteur Rosenberg à rédiger et transmettre un rapport à ses supérieurs sur les performances insatisfaisantes d'Amy. Amy réagit violemment à ce rapport. La jeune femme cria et alla même jusqu'à donner des coups de poing à d'autres membres du laboratoire. En fin de compte, en raison d'une telle réaction, le 30 novembre 1993,
le docteur Paul Rosenberg parvint à la convaincre de quitter son emploi. L'homme déclara plus tard que le comportement de la jeune femme ce jour-là l'avait effrayé. Selon lui, une personne comme Bishop était capable de franchir la ligne un jour. En regardant vers l'avenir, il avait tout à fait raison. Le 19 décembre 1993, alors que le docteur Rosenberg et son épouse étaient absents, leur femme de ménage trouva une étrange boîte blanche sous le porche de leur maison. La femme la ramassa et la plaça sur la table de la cuisine, puis retourna à ses occupations. Plus tard, lorsque le médecin et sa femme rentrèrent chez eux, ils remarquèrent la boîte et s'inquiétèrent. En général, il n'y avait rien d'inhabituel à ce que des colis arrivent devant leur porte. Cependant, à cette époque, un poseur de bombes sévissait aux États-Unis, déposant également des boîtes devant des innocents. Cependant, ce n'est pas le sujet ici. Comme le docteur Rosenberg et son épouse n'attendèrent pas de colis, ils se méfièrent de la boîte. L'homme prit la décision risquée de découper soigneusement la partie centrale du carton au lieu de l'ouvrir de manière habituelle. En regardant à l'intérieur, il fut surpris de constater la présence de fils et de tuyaux. L'homme comprit immédiatement la gravité de la situation et peu après, des officiers de police se trouvaient déjà devant sa porte. Rapidement, l'évacuation de tout le quartier commença. Une équipe d'enquêteurs et des démineurs arrivèrent sur les lieux. Finalement, les démineurs réussirent à désamorcer l'engin explosif, ou plutôt, les deux engins. Il s'avéra que la décision de découper la boîte avait sauvé la vie du médecin. Lorsque les policiers examinèrent les engins explosifs, ils furent déconcertés. Ces bombes ne ressemblaient absolument pas à celles que le criminel recherché avait laissées derrière lui. Ces engins étaient d'une conception unique, contrairement aux bombes primitives de l'imitateur. Lorsqu'on demanda au docteur Rosenberg s'il existait une personne qui le haïssait assez pour faire cela, il répondit que oui. Il s'agissait d'Amy Bishop. Dès lors, les enquêteurs commencèrent à surveiller la suspecte. De nombreuses personnes se manifestèrent pour dire qu'elles se méfiaient d'elle. Il convient de rappeler qu'Amy avait eu de nombreux conflits au sein du laboratoire. Elle accusait toujours ses collègues de s'approprier son travail. Un témoin affirma même que Jimmy, le mari d'Amy, l'avait menacé de mort. Jimmy lui-même, bien sûr, nia les menaces et déclara que c'était lui qui avait fabriqué les engins explosifs. À un moment donné de l'enquête, le couple refusa de coopérer avec les autorités. Cela se produisit lorsqu'une des commandes en ligne de Jimmy révéla un grand nombre de composants parfois utilisés dans la fabrication de bombes. Malgré la présence de preuves apparemment irréfutables, les enquêteurs décidèrent d'abandonner les poursuites contre Amy et Jimmy, faute de preuves suffisantes. Par la suite, Amy continua à travailler dans divers laboratoires et centres de recherche. Cependant, il était déjà évident que son comportement devenait de plus en plus instable. Elle était une sorte de bombe à retardement. Elle était constamment renvoyée car il était impossible de travailler avec elle. Plus tard, en 2001, Amy et Jimmy eurent un autre enfant. Ils le prénommèrent Seth, en hommage au jeune frère d'Amy. Étonnamment, le bébé naquit le même jour que son défunt oncle. Un an plus tard, alors qu'elle se trouvait dans un restaurant de la ville, Amy tenta de prendre un siège destiné au bébé. Le personnel lui expliqua qu'il était déjà réservé par une autre cliente. Malgré cela, Amy exigea que le siège lui soit attribué. Face à ce nouveau refus, Amy s'exclama « Je suis le docteur Amy Bishop, vous ne savez pas qui je suis ?» Apparemment, personne dans le restaurant ne la connaissait. Finalement, à cause de l'agitation, on demanda à Amy de partir. Mais avant de quitter les lieux, elle frappa à la tête une femme avec laquelle elle s'était disputée. En conséquence, elle fut arrêtée. Amy fut ensuite accusée d'agression et de troubles à l'ordre public. Étonnamment, toutes les charges furent abandonnées par la suite. Le procureur se contenta d'exiger qu'Amy suive des cours de gestion de la colère, ce qu'elle ne fit jamais. En 2003, Amy accepta un poste de professeur adjointe en biologie à l'université de l'Alabama à Huntsville. Une fois en poste, elle s'efforça d'obtenir le statut convoité de professeur titulaire. Pour cela, elle devait publier plusieurs articles de recherche dans des revues spécialisées. Amy et Jimmy commencèrent alors à travailler sur un incubateur de cellules automatisées, conçu pour la recherche biomédicale. Tout cela se fit exclusivement pendant leur temps libre. Presque immédiatement, il apparut que ce projet pouvait s'avérer très prometteur. Bientôt,
Amy et son mari reçurent une subvention de 25 000 $ après avoir remporté la 3e place lors d'un concours technologique local. Le président de l'université déclara qu'il pensait que l'invention d'Amy pourrait changer la manière dont la recherche était effectuée. Peu de temps après, Amy reçut une autre subvention. Cette fois, le montant était tout simplement stupéfiant et s'élevait à 1 250 000 $. Cependant, cet investissement ne porta guère ses fruits. Au cours des 5 années suivantes, Amy ne publia que 3 articles scientifiques. Ils furent tous publiés dans de petites revues commerciales. De nombreux scientifiques commencèrent alors à affirmer que les idées de Bishop étaient inexorablement dépassées, coûteuses et inutiles. Amy semblait délibérément retarder les échéances du projet afin de préserver son ego. En tant qu'enseignante, elle n'exploitait pas pleinement ses capacités. Beaucoup de ses étudiants reconnaissaient en elle une intelligence exceptionnelle, voire un talent scientifique brillant, mais la considéraient en même temps comme une enseignante et une personne déplorable. Pour ne rien arranger, Amy parlait constamment de politique en classe. Elle démontrait un engagement fanatique envers la vision du président Obama. Plusieurs de ses élèves allèrent même jusqu'à rédiger une pétition visant à lui interdire d'enseigner. Ce genre de démarche restait rare dans le milieu éducatif. Cependant, les supérieurs d'Amy rejetèrent la pétition, estimant que les étudiants avaient tiré des conclusions hâtives sur le travail de leur professeur. Certains supposèrent que si la pétition fut ignorée, c'était principalement parce qu'Amy avait un diplôme de Harvard. Cela renforçait le prestige de l'université où Amy enseignait et pouvait même contribuer à attirer davantage de financement de la part des investisseurs. Malgré toutes les critiques, Amy acheva finalement une nouvelle étude en neurosciences. Cela se produisit en 2009. Parallèlement, d'autres articles portant sur des recherches secondaires furent publiés. Tout cela lui permit de se rapprocher du poste de professeur titulaire. Cependant, on apprit plus tard que toutes ces études avaient été publiées dans des revues prêtes à accepter n'importe quel contenu moyennant une compensation financière. De plus, il s'avéra que ce n'était pas Amy, mais son mari, qui était à l'origine de ces recherches. En d'autres termes, pour obtenir un poste de professeur, Amy s'appropria le travail de son mari et paya pour que les articles soient publiés. En règle générale, tout professeur assistant, après 5 ans de service au sein d'une université, peut prétendre à la titularisation. Une fois ce délai atteint, un processus d'évaluation est lancé, au cours duquel d'autres professeurs examinent l'éligibilité du candidat. Ce processus s'enclenche même si le candidat n'a que peu de publications à son actif. Toutefois, si un professeur assistant n'obtient pas la titularisation au bout de 6 ans, il est généralement licencié. Amy se considérant comme une scientifique brillante, un éventuel licenciement après 6 ans était pour elle une perspective inacceptable. Pourtant, au terme du long examen d'Amy, les professeurs lui refusèrent le statut qu'elle convoitait. Cela la mit une fois de plus en colère. Elle fit appel et intenta un procès pour discrimination sexuelle. Cette action se fondait sur une déclaration faite par l'un des professeurs ayant participé à la sélection. Celui-ci lui avait clairement dit qu'il la considérait comme instable mentalement. Malheureusement pour Amy, son appel et son action en justice furent finalement rejetés. Au début du mois de février 2010, elle reçut une lettre lui annonçant qu'elle perdrait son poste à la fin du trimestre. Le vendredi 12 février de cette année-là, Amy suivit ses cours habituels d'anatomie, de physiologie et de biologie. Elle rentra ensuite chez elle pour déjeuner avec son conjoint. Jimmy déclara plus tard qu'il n'avait rien remarqué d'inhabituel dans le comportement de sa femme. Après le déjeuner, Amy demanda à son mari de la conduire à l'université. Selon elle, elle avait une réunion prévue avec les membres du corps professoral. Il s'agissait de discuter des détails du semestre à venir, notamment le programme, le budget et l'emploi du temps. En somme, Amy n'avait pas de raison particulière d'assister à cette réunion, puisqu'elle concernait le prochain semestre. Dans l'après-midi, Amy Bishop, âgée de 45 ans, entra dans la salle de conférence de l'Université de l'Alabama et s'assit à une table près de la porte d'entrée. Les nombreux professeurs du département de biologie et les membres du personnel présent furent surpris de la voir. Toutefois, personne ne fit de commentaires et la réunion se poursuivit. Elle resta assise pendant une 50aine de minutes. D'ordinaire, elle participait activement aux réunions du département, mais cette fois-ci, elle demeura silencieuse et semblait pensive.
Lorsque l'un des professeurs eut terminé son rapport, Amy se leva lentement de la table et sortit de son sac un pistolet semi-automatique de calibre 9. Un silence pesant tomba immédiatement sur la salle. Un instant plus tard, elle ouvrit le feu. Les tirs étaient précis. En fin de compte, l'arme ne visait pas uniquement les personnes qu'Amy détestait particulièrement. Non, elle touchait absolument tout le monde. Ce fut le cas du docteur Deborah Moriarty, l'une des rares personnes qu'Amy pouvait considérer comme une amie. Deborah avait même voté pour qu'Amy conserve son poste. Lorsque cette dernière pointa son arme sur Deborah, celle-ci la supplia de ne pas tirer. Mais Amy ne broncha pas. Elle visa et appuya sur la gâchette. Heureusement, à cet instant, l'arme s'enraya. Deborah s'enfuit alors en courant. Elle parvint à s'échapper avec les autres enseignants. Ils se réfugièrent dans une salle de réunion voisine, bloquèrent la porte et appelèrent la police. Pendant ce temps, Amy Bishop se cacha dans les toilettes de l'université. Elle enveloppa l'arme dans sa veste et la jeta dans une corbeille. Elle entra ensuite dans un laboratoire et demanda à un étudiant s'il pouvait lui prêter son téléphone. Amy appela Jimmy et lui demanda de venir la chercher. L'unité d'intervention arriva rapidement sur les lieux. Les agents fouillèrent minutieusement tous les secteurs du campus, évacuèrent les étudiants et les professeurs et retrouvèrent l'arme, toujours dissimulée dans une corbeille. Au bout d'un moment, l'un des agents repéra une femme correspondant à la description de l'auteur de l'attaque. Il lui ordonna de s'arrêter, ce qu'Amy fit sans opposer de résistance. Presque au même moment, Jimmy arriva et vit sa femme conduite vers un véhicule de police. Malheureusement, ce jour-là, plusieurs enseignants périrent sur le coup. Si Deborah Moriarty n'avait pas pris l'initiative de s'échapper, détournant ainsi l'attention d'Amy, le bilan aurait probablement été plus lourd. Au début de l'enquête, les inspecteurs interrogèrent Jimmy, le mari d'Amy. Ils voulaient savoir s'il avait eu connaissance des intentions de sa femme. L'homme admit que son épouse et lui possédaient une arme. Cependant, il omit de préciser que, depuis peu, ils avaient commencé à s'entraîner au tir avec cette même arme. Quant à Amy elle-même, elle déclara qu'elle n'était pas présente dans la salle de conférence ce jour-là. Cette déclaration semblait évidemment absurde, car plus de 10 témoins qui la connaissaient personnellement affirmèrent que c'était bien elle qui était à l'origine de cette horrible tragédie. Les policiers perquisitionnèrent rapidement le domicile du couple. Ils saisirent tout le matériel électronique d'Amy et découvrirent également un morceau de tuyau susceptible d'être utilisé pour fabriquer des engins explosifs semblables à celui retrouvé sous la porte du docteur Rosenberg. Le lendemain matin, après l'arrestation d'Amy Bishop, la préfecture de Huntsville reçut un appel d'un certain Paul Fraser. Il déclara être l'actuel chef de la police de la ville de Braintree, où Amy avait grandi. Paul annonça alors qu'il détenait des informations sur un autre crime commis par la femme, à savoir l'assassinat de son propre frère. Comme Braintree était une petite ville, tous les agents de la police locale connaissèrent l'affaire, et l'ancien commissaire, John Polio, avait laissé Amy Bishop en liberté. Mais ce n'est que maintenant, à la lumière de ces nouveaux éléments, que les choses commencèrent enfin à prendre un sens. Une enquête interne révéla alors que l'ancien chef de la police était un ami proche de Judy Bishop, la mère d'Amy. C'est elle qui, en tant que membre du conseil municipal, avait aidé John à obtenir le poste convoité. Après avoir réalisé tout cela, Paul Frazier appela immédiatement le service de police de l'État de l'Alabama et informa ses collègues de l'affaire précédente. Il souligna également que l'ancien chef de la police avait tenté de dissimuler le crime. Ainsi, presque tous les documents relatifs à cette affaire avaient disparu. Il ne restait que quelques rapports mentionnant Amy. Les enquêteurs tentèrent de trouver des informations sur la mort de Seth en perquisitionnant la maison de John Polio. Mais leurs recherches furent vaines. Ils décidèrent alors de mener des recherches au domicile d'un ancien capitaine de la police de Braintree, impliqué dans l'arrestation d'Amy dans le garage. Cette fois, ils réussirent à trouver des preuves indiquant une tentative de vol de voiture. En outre, il apparut qu'Amy avait braqué un fusil de chasse sur un policier avant d'être arrêté. Tous ces éléments auraient pu entraîner une inculpation pour tentative d'agression avec une arme à feu. Cependant, en reconstituant la chronologie des événements, une autre circonstance apparut. Il s'avéra que Judy, la mère d'Amy, qui prétendait avoir assisté aux faits et soutenait la thèse de l'accident, se trouvait en réalité ailleurs. Des témoins affirmèrent qu'à ce moment-là, elle était dans une ferme, loin de son domicile, en compagnie de son époux. À la lumière de ces éléments,
Certains enquêteurs supposèrent qu'Amy avait d'abord tiré sur le mur et le plafond avant de pointer l'arme sur son frère. Elle aurait ainsi voulu s'assurer que le fusil fonctionnait correctement. Selon eux, si Amy avait immédiatement braqué l'arme sur Seth et que le coup n'était pas parti, elle aurait risqué d'être démasquée. Et elle en était parfaitement consciente. Lors du procès, Amy Bishop tenta de faire croire qu'elle ne mesurait pas la portée de ses actes. C'est pourquoi le procès concernant les événements survenus à l'université fut constamment reporté. Au bout d'un certain temps, l'accusation proposa un accord à Amy. Elle devait reconnaître sa responsabilité dans la mort de son frère ainsi que dans la fusillade à l'université. En échange, elle éviterait la peine de mort. Le procureur souhaitait également clore l'affaire rapidement afin d'épargner aux victimes et à leurs proches la douleur d'assister aux audiences. Dans un premier temps, Amy rejeta catégoriquement cette proposition, mais ses parents finirent par la convaincre d'accepter. Le 16 juin 2010, un jury déclara Amy Bishop coupable du meurtre de son frère Seth. 2 jours plus tard, alors qu'elle était en détention provisoire, Amy tenta de mettre fin à ses jours en utilisant des lames de rasoir. Un surveillant, intervenu à temps, parvint cependant à lui sauver la vie. Plus tard, le 24 septembre 2012, Amy fut condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour la fusillade survenue dans l'enceinte de l'Université de l'Alabama. Une fois incarcérée, Amy décida finalement de prendre le nom de famille de son époux. Elle espérait ainsi que son nom ne soit plus associé au crime qu'elle avait commis. Mais cette tentative échoua. Tout le monde continua de l'appeler Amy Bishop. En 2021, le fils d'Amy, Seth, ainsi que son oncle, succombèrent à des blessures par balle. À cette époque, Amy Bishop purgeait encore sa peine dans une prison de Wetumpka, en Alabama.